Benoît Sylvestre se retrouve sans emploi et fauché. Il accepte à son corps défendant de se joindre à Judith, son amie de toujours, qui pratique le métier fort lucratif de voyante par téléphone. La vie de Benoît prend bientôt une tournure inattendue lorsque son entourage constate que ses prédictions se réalisent avec une précision qui ne peut conférer au hasard. Dans le même temps, une série de morts étranges pousse le jeune lieutenant Alexis Francaire à s'adjoindre les services du professeur Ferdinand Lavillette, un spécialiste des sciences occultes. Celui-ci évoquera une vieille légende, celle du gardien des clés de l'anneau sacrificiel, complot ourdi par le maître des enfers pour précipiter l'humanité dans l'abîme. Sylvestre devient rapidement le principal suspect. Est-il l'auteur de ces crimes odieux? Serait-il la nouvelle incarnation du gardien des clés? Un psychopathe, se croyant la réincarnation d'un inquisiteur du 14e siècle, en est convaincu. Il ne ménagera rien ni personne pour atteindre celui qu'il croit être le fils de Satan. À nouveau, l'afficheur indiquait C. Thibodeau. Judith tendit son jeu de cartes à Benoît. Tu veux le prendre, celui-là? Oh, c'est un régulier, son compte Facebook déborde d'informations, ça va être facile. Benoît hésitait, Judith insista. Allez, jette-toi à l'eau, ça va bien aller. Je vais d'abord te présenter, et puis je prendrai les choses en main si je vois que tu as des problèmes. Elle n'entendit pas la réponse de Benoît et décrocha le téléphone. Bonjour, ici Madame Olga. Je vous écoute. Madame Olga, je suis désespéré. Là, je sens tellement d'ondes négatives autour de moi, là. Puis j'en connais pas la source. Là, pensez-vous que les cartes pourraient me dire ce que je dois faire? Les cartes nous montrent toujours ce qui échappe à nos sens. Soyez sans crainte. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. J'ai devant moi les grands Grégory, un spécialiste des champs d'énergie. Il saura vous dire comment ramener l'harmonie autour de vous. Non, c'est à vous que je veux parler. Je ne connais pas, moi, le grand Grégory. Puis lui non plus, il ne me connaît pas. Écoutez, le grand Grégory, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Il lit des gens en vous, rien qu'entendre votre voix. Je vous le passe. Benoît eut du mal à contenir sa nervosité et faillit s'enfuir en courant. Il prit une grande respiration et se lança. Bonjour, monsieur Thibodeau. Ici le grand Grégory. Je ressens beaucoup de tension dans votre esprit. Laissez-moi regarder ce que les cartes ont à nous révéler. Benoît se mit à piger des cartes tout en consultant le compte Facebook de Thibodeau. Il cherchait ce qu'il pourrait inventer comme histoire pour satisfaire les attentes de ce client. Les minutes s'écoulaient et Judith lui faisait des signes d'impatience pour lui dire de commencer. Le jeune homme se lança et dit les premiers mots qui lui passaient par l'esprit. Les cartes me disent que vous vivez avec une très jolie femme. Elle est beaucoup plus jeune que vous et vous êtes inquiet car vous craignez qu'elle vous trompe avec un autre homme. Ben, c'est vrai. Oui, et jeune paie tellement belle. Tous les autres hommes rêvent de la mettre dans leur lit. Là, les cartes, là, ça dit-tu que j'ai raison de m'inquiéter? Les cartes sont parfois capricieuses en ce moment et elles ne semblent pas d'accord entre elles. Laissez-moi encore un moment, je vais les interroger à nouveau. Judith leva un pouce en l'air pour encourager son ami. Benoît pigeait des cartes qu'il disposait en demi-cercle autour de lui. Judith recommença à s'impatienter. Le grand Grégory se décida à reprendre ses prédictions. Pardonnez-moi de vous faire entendre, monsieur Thibodeau. J'ai dû reprendre tous les arcanes, majeurs et mineurs, pour que les cartes livrent enfin le secret. Qu'est-ce que ça dit, là? Je vois que vous avez rencontré cette jeune femme sur Internet. Cela vous a coûté beaucoup d'argent pour la faire venir de Manille. Elle s'est montrée des plus adorables au début. Il y a 3 mois, vous l'avez épousée afin qu'elle obtienne la citoyenneté canadienne et depuis, elle est devenue distante. Elle rentre tard le soir sans dire où elle est allée et vous vous querellez constamment. Oh mon Dieu. Vos cartes sont tellement précises que ça me fait peur. Judith ne comprenait pas ce que son ami était en train de faire. Elle reprit la parole. Monsieur Thibodeau, ici Madame Olga. Le grand Grégory est très fatigué. Lire les cartes avec une telle précision demande beaucoup d'énergie. Si vous me permettez, je vais reprendre la séance à sa place. Non, là, hey, je vous en supplie, là. Laissez-le terminer, OK? Moi, je veux savoir ce que les cartes disent, mais à lui. Bon. Attendez, je vais lui demander.
Judith m'a mis la communication en attente pour que les clients n'entendent pas ce qu'elle disait à Benoît. Peux-tu bien me dire ce que tu fous? Qu'est-ce que c'est que ces prévisions de merde? Tu veux que le type aille se jeter dans le métro? Je m'excuse, là, j'ai dit les premières conneries qui me passaient par la tête. Je vais tout arranger, t'en fais pas. Mais t'as intérêt, hein? C'est un bon client. Il appelle toutes les semaines. Bon, je remets la communication. Pense à quelque chose de, disons, plus positif. Elle appuya sur le bouton du téléphone. Désolé pour l'attente, Monsieur Thibodeau. Et le grand Grégory devait aligner ses chakras. Hein? Il va mieux, je vous le passe. Bonjour, monsieur Thibodeau, ici le grand Grégory. Êtes-vous prêt à recevoir la suite de mes révélations? Oui! Ben là, dites-moi tout ce que vous voyez, là. Je vois une grande maison à la campagne. Je vois aussi des chevaux. Cela vous évoque-t-il quelque chose? Bien sûr. C'est la maison de mon associé, ça. Robert O'Brien. Je suis souvent allé là avec ma femme. Je vois un homme aux cheveux blonds. Il est grand et athlétique. Le soleil illumine ses cheveux dorés et votre femme le regarde. Ben, le grand blond. C'est O'Brien, ça? Oh, mais la grosse ordure. Et si c'est lui qui couche avec ma femme, j'aurais dû m'en douter, là. Ne sautez pas aux conclusions, monsieur Thibodeau. Ce ne sont que des images furtives que m'envoient les cartes. Mais vous l'avez dit vous-même! Les cartes mentent pas! Mais c'est O'Brien qui se tape ma femme dans mon dos. Ça se passera pas comme ça. Je vais m'occuper de lui, moi. Monsieur, calmez-vous. Il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre. On ne dit pas ce que vous voyez, là. Je ne peux pas, c'est trop flou. Et que je veux pas savoir. Je vois votre femme dans l'écurie avec l'homme blond. Ils sont nus dans le foin. Judith mit à nouveau la communication en attente. Elle engueula son ami. T'es malade? Qu'est-ce que tu fais? On n'invente pas ce genre d'histoire. Bon Dieu, comment je vais faire, moi, pour rattraper tes conneries? Elle reprit la communication. Monsieur Thibodeau, ici Madame Holga. Je suis désolée, le grand Grégory vient de perdre connaissance. Monsieur Thibodeau? Monsieur Thibodeau! Êtes-vous là? Merde, il a raccroché. Je suis vraiment désolé. Je sais pas ce qui m'a pris. Les mots me venaient tout seuls, puis j'arrivais pas à les empêcher de sortir. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est pas de ta faute. T'étais nerveux, c'est tout. La prochaine fois, tu vas faire mieux. Benoît regarda sa montre. Ah, faut que j'y aille. Bah, attends, dis-moi au moins comment t'as trouvé ton expérience. Terrorisant. Mais comme tu dis, c'était ma première fois. Hein? Si ça marche pas chez Davidson et Clark, je veux bien essayer à nouveau. Ah. Il revint dans la cuisine et a téléphoné à Judith. Il la trouva anxieuse. T'étais où? J'essaye de te rejoindre depuis des heures. J'ai plus de piles sur mon téléphone. J'ai passé la soirée avec Rachel puis une bouteille de Sambuca. Fuck, je te dis pas le mal de tête, ça matin. Un matin, il est déjà midi. Qu'est-ce que tu fous chez Rachel? Moi, je pensais que c'était fini, vous deux. Ah, c'est arrivé comme ça, là. Je l'ai croisé en sortant de chez Davidson et Clark. Bon, peu importe. Pourquoi tu voulais me parler? Et évidemment, t'as pas écouté les nouvelles. Évidemment. Thibodeau a tué sa femme et son associé. Qui ça? Thibodeau, le client à qui t'a raconté tes conneries hier, tu te souviens? C'est une blague? Non, je voudrais bien que ça soit une, mais ça ne l'est pas. Il a tué sa femme, son associé, et il a massacré les chevaux avant de se suicider. Merde, le con! Il a perdu les pédales après ce que je lui ai dit. Fuck! C'est de ma faute. Mais non, c'est pas de ta faute. Ce type-là était visiblement dérangé. Rappelle-toi comment il parlait au téléphone. Si tu veux savoir, le plus étrange, là, c'est que tout ce que tu lui as dit s'est avéré être vrai. Les témoins rapportent que la femme de Thibodeau le trompait avec O'Brien, son associé, puis que ça durait depuis un bout de temps déjà. Et puis, Thibodeau les a pris sur le fait dans l'écurie, couchés dans le foin, comme dans tes prédictions. On n'a pas besoin d'être devin pour imaginer le scénario. Tu as vu les photos de sa femme sur Facebook? Ouais. Il aurait pu être son grand-père. Bon. Non, ça m'étonne pas qu'elle ait craqué pour O'Brien avec sa tête d'aventurier. Là. Toutes les femmes tombent pour ces gars-là. Bon, t'as raison. À propos, comment ça s'est passé chez Davidson et Clark? T'as eu le boulot? Oui et non. Il m'offre du temps partiel, là, 20 heures semaine pour un contrat de 3 mois. Une vraie misère. T'as accepté? Est-ce que j'avais le choix? J'ai accepté en espérant trouver mieux bientôt. Oh, c'est pas en travaillant 20 heures par semaine que tu vas te sortir de tes problèmes financiers. C'est clair. Est-ce que tu comptes réessayer de jouer au médium pour combler le vide? Oui, je veux bien. Si l'incident avec Thibodeau t'a pas trop
découragé de moi. Mais non, t'as rien à voir avec ce que Thibodeau a fait. Hein? Il aurait découvert un jour ou l'autre que sa femme le trompait. Pour moi, c'est juste un client de moins. Comme on dit, un de perdu, 10 d'en trouver. Bon, ben, je vais ouvrir la ligne à 15 h. Je compte sur toi. J'y serai. Ils reprirent la route. Ils passèrent de l'asphalte au gravier, puis du gravier à la terre battue. Au bout d'un long chemin cabossé, ils aperçurent le lac des Brumes qui scintillait sous le soleil d'après-midi. Et le chalet des parents de Judith, une maisonnette en bois peinte de planches peintes en vert forêt qui s'agençait à merveille au décor de feuillus et de conifères qui l'entouraient. De faux volets blancs donnaient aux fenêtres une touche de pudinité. Une plate-bande fleurie, entretenue avec soin, laissait deviner que le lieu était fréquenté sur une base régulière. Sur la partie des boisés entourant le chalet, on voyait les piquets d'un jeu de fer, un filet de badminton tendu entre deux arbres, un hamac en occupant deux autres, et une chaloupe à rame attendant près de l'eau les prochains amateurs de pêche. Eugène en pleurait presque. Ça fait 8 mois que je suis au Québec et je rêve de ce moment depuis bien avant mon arrivée. En fait, j'en rêve depuis toujours. Il gara son camion et sortit en courant vers le lac et cria « Venez, venez, on va se baigner. Judith lui répondit en rigolant. T'es fou, l'eau est ben trop froide. Trop tard. Eugène avait déjà retiré tous ses vêtements et venait de sauter dans le lac. Benoît regarda Judith et lui dit en souriant Dis donc, ils connaissent pas les maillots de bain en France? On dirait bien que non. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? T'es malade, l'eau est ben trop froide. Arrête donc de faire ta pisseuse. Pisseuse, moi. C'est tout le pissou. Benoît enleva son t-shirt. Judith n'en croyait pas ses yeux. Tu le feras jamais, je te connais. Benoît Sylvestre, t'es pas game. Non, non, c'est toi qui es pas game. Judith Gaudreau, la pisseuse. Moi, pas game. Le dernier à l'eau est un pissou. Judith ne portait qu'une robe légère et des sandales. Elle se déshabilla en un éclair et sauta à l'eau avant même que Benoît ait le temps d'enlever son jeans. Elle lui cria Allez, le pissou, tout le monde t'attend. C'est pas juste, t'as triché. Ils se retrouvèrent tous les trois à poil dans l'eau qui, finalement, n'était pas aussi froide que ce que craignait Judith. Eugène, au comble du bonheur, prit ses deux nouveaux amis dans ses bras. J'adore cet endroit. Je vous adore tous les deux. Je sens qu'on va vraiment bien s'amuser ce week-end. Judith lui donna un baiser sur la bouche. Benoît se sentait mal à l'aise, son corps nu pressé sur celui de sa meilleure amie de ce quasi-étranger. Eugène ressentit son malaise, il le serra plus fort et le rassura. Mais laisse ta pudeur de côté. Vis de la vie, mon gars. Benoît se détendit un peu, puis trouva un échappatoire. Ouais, c'est bien joli de jouer aux trois grâces du lac, là, mais la bière est en train de se réchauffer dans le canyon. Je vous laisse, les tourtereaux. Benoît sortit du lac, se sécha et remit ses vêtements. Judith et Eugène se baignèrent encore quelques minutes et vinrent leur rejoindre pour décharger le camion. Quand ils eurent terminé, il était presque 15 heures. Eugène proposa de prendre la chaloupe pour aller faire un tour sur le lac. Benoît préférait jouer au fer en buvant de la bière. On laissa à Judith le choix de trancher, elle choisit les fers. Alexis Branqueur venait de prendre le professeur Ferdinand Lavillette à l'aéroport de Dorval. L'homme, dans les 70 ans, paraissait épuisé par le voyage. Ils discutèrent dans la voiture en direction du centre-ville. Voyez-moi, M. Franqueur, l'avion, ce n'est plus ce que c'était. Ils nous ont servi un repas infect. Puis je ne vous parle pas du vin. Même mon chien n'y aurait pas touché. De plus, les hôtesses sont mal polies de nos jours. On réclame un oreiller, on se le fait pratiquement balancer au visage. Après, on se demande pourquoi les gens perdent le goût du voyage. Quel monde! Non mais quel monde! N'éprouvant aucun désir de supporter les récriminations d'un vieux râleur jusqu'à la fin du trajet, Alexis décida d'aborder le sujet de cette visite impromptue. Vous m'avez pas dit pourquoi il était aussi urgent que vous veniez à Montréal. Lavillette sortit un mouchoir de coton et se moucha bruyamment avant de répondre. Monsieur Franqueur, le message que vous m'avez laissé ne laisse pas de doute quant à la nature de l'affaire sur laquelle vous enquêtez. La mort tragique de Laetitia Lorenco, la disparition du fléau et la présence de Nicolas Emmerich nous mettent devant l'évidence. Les forces du mal se préparent à frapper. Et ça se passera ici, à Montréal. Nous devons retrouver le livre à tout prix avant que l'inquisiteur ne s'en empare. Attendez, professeur. Vous n'allez pas me dire que vous croyez à ces sornettes. Bon, j'admets que les circonstances entourant ces crimes sortent de l'ordinaire, mais de là à dire que le diable y est mêlé. Le vieil homme se moucha à nouveau. Ne prenez pas ces choses à la légère, inspecteur. Il existe bien des vérités qui nous échappent en ce monde. Les armées des ténèbres n'attendent que le bon moment pour jeter l'humanité dans l'abîme.
Les messagers sans visage guettent le moindre de nos gestes et profiteront du premier signe de faiblesse de notre part. Baissez la garde un seul instant et vous en souffrirez les funestes conséquences. Alexis se retenait de rire en entendant les mises en garde du vieil homme qui prononçait ses paroles avec le plus grand des sérieux. Il décida de changer de sujet. Ce voyage a dû vous fatiguer. À quel hôtel avez-vous réservé? L'hôtel? Pas question que j'aille à l'hôtel. Nous devrons rester ensemble jour et nuit. Nous ne laisserons pas l'ennemi nous diviser pour mieux nous surprendre pendant notre sommeil. Je logerai chez vous. Professeur, j'habite un appartement minuscule et je n'ai qu'une seule chambre. Vous devez bien avoir un sofa, non? Oui, mais... Alors c'est parfait, je prendrai la chambre. Alexis se dit en lui-même. Eh misère, je sens que je viens de m'embarquer dans une belle galère. Un peu plus tard dans ce même chapitre, Vous voulez qu'on s'arrête pour manger? Je préfère pas, non. Nous mangerons chez vous si cela ne vous dérange pas. C'est que j'ai pas grand-chose dans le frigo. J'avais pas prévu que vous viendriez à mon appartement. Ne vous en faites pas, on se débrouillera. C'est encore loin. On est arrivé. Alexis Francoeur gara la voiture devant son immeuble. Le professeur Lavillette dit la première chose lancée depuis l'aéroport. C'est joli ces escaliers à l'extérieur. C'est la première fois que je vois ça. Alexis prit les deux énormes valises de son visiteur. Elles pesaient une tonne. Il les monta au deuxième et les posa dans l'entrée. Voilà. C'est ici chez moi. Bon, désolé pour le ménage, j'ai pas eu le temps. La salle de bain est là et la cuisine est de ce côté. Voulez-vous prendre une douche pendant que je commande la pizza? Le vieil homme regardait l'appartement, l'air peu impressionné. Des murs blancs sans cadre, des meubles de qualité médiocre, une télé visiblement achetée dans un bazar et un éclairage criard qui rendait le tout encore plus dénué d'âme. Il demanda « Où est le chat? Le chat... j'ai pas de chat. Pourquoi? Vous trouvez que ça sent la litière? Mais non, pauvre insensé. On ne se met pas à chasser les démons sans un chat à la maison. Si l'une de ces créatures de la nuit venait à entrer ici pendant votre sommeil, qui vous préviendrait? » Alexis commençait à trouver le professeur passablement bizarre. Et ben, j'en ai pas. D'ailleurs, j'ai pas le droit d'en avoir, c'est écrit sur le bail. On verra ça. Pour le moment, occupons-nous de la boustifraille. Je commande la pizza. Pas de pizza, je ne fais pas confiance aux livreurs. On ne sait jamais qui les envoie. Nous cuisinerons nous-mêmes. Comme je vous l'ai déjà dit, le frigo est vide. Ne vous en faites pas pour ça, je suis un homme prévoyant. Si vous pouviez mettre la valise rouge sur la table, ça m'arrangerait. Alexis posa la lourde valise sur la table de la cuisine. Le professeur ouvrit les deux verrous qui la mettaient fermés. Vous voyez, on a tout ce qu'il faut. Du foie gras, un camembert dont vous me donnerez des nouvelles, une crème de poireaux que j'ai faite moi-même, 2 belles entrecôtes sous vide, de la sauce tomate tirée de mon jardin, une bonne baguette et des marrons farcis à la pâte d'amande pour le dessert. Le vin est dans l'autre valise. Laissez-moi ouvrir une bouteille et donnez-moi une petite heure, et je vous promets que vous ne mourrez pas de faim aujourd'hui. Alexis Francoeur n'en croyait pas ses yeux. Cet homme se promenait carrément avec une épicerie à la portée de la main. Vous trimballez toujours votre nourriture quand vous voyagez? Ah, seulement quand je vais chez des gens que je ne connais pas. Je suis très pointilleux côté bouffe, et puis je ne fais pas confiance au restaurant. On ne sait jamais qui tient les casseroles. Bon, voilà. Laissez-moi d'abord vous présenter les charmants comédiens qui ont accepté de participer à cette aventure de fou. Tout d'abord, dans le rôle de la sémillante Judith, la non moins sémillante Dominique Terrien. Dans celui du mystérieux Benoît Sylvestre, nous avons Michel Bordua. Il a tenu les rôles de
du client Thibodeau ainsi que de Eugène Mallarmé, Frédéric Réaume. Le jeune, un peu malchanceux Alexis Francaire, Guillaume Saint-Arnaud. Saint-Armand, pardon. Et l'extravagant professeur Lavillette, Bernard Tanguay. Cet extrait, je ne peux pas réellement vous dire qu'est-ce qui se passe. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça arrive au chapitre 33 et que tous ces beaux personnages se retrouvent dans la maison de Chuck Langevin, un multimilliardaire. Ils sont en Charlevoix au petit matin. Le professeur trouva la porte des toilettes fermée. Il patienta. On entendit le moteur de l'hélicoptère qui commençait à tourner. Le bruit réveilla Eugène et Judith. Eugène regardait par la fenêtre et vit Chuck et Shandy qui se querellaient avant de monter à bord de l'appareil. Judith se cacha les oreilles sur son oreiller et demanda « Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est Chuck qui s'en va avec Shandy. Je pense qu'il n'a pas apprécié le comportement de sa pétasse hier soir. Merde, Benoît va être furieux. On n'a encore pas réglé la question du fric. Au fait, il est où, Benoît? Ben, je sais pas. Aux toilettes, j'imagine. Oh, faut que j'aille, moi aussi. Ouais, moi aussi, pas aussi. » Benoît sortit des toilettes et tomba face à face avec le professeur Lavillette. Alexis, Judith et Eugène arrivèrent au même instant. Benoît Sylvestre! Professeur Lavillette? Benoît Sylvestre. Lieutenant Francaire? Professeur Lavillette? Judith! Qu'est-ce que vous venez faire ici? Eugène! Professeur Lavillette? Alors, ce sont eux, les amis de Sylvestre. Et qui c'est, celui-là? Le lieutenant Francaire? Qu'est-ce que vous venez foutre ici? Je vous retourne la question! Vous nous avez suivis. Pas du tout! Vous voulez encore me dire que ce n'est qu'un hasard? Parfaitement, on savait même pas que vous étiez ici. Vous nous prenez vraiment pour des cons, là? Mais je vous jure que non! Oh, je vous en prie, calmez-vous, tout le monde, et puis laissez-moi passer, il faut que j'aille aux toilettes. Henriette arriva dans le corridor. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes qui, vous? Henriette, la sœur de Chuck. Mais il est où, Chuck? Il vient de s'envoler avec Shandy. Vous, qui êtes-vous? Merde! Moi, Qui êtes-vous? les amis de Chuck. Ces deux hommes nous suivent, là, depuis des jours. Ils ne vous suivent pas, c'est moi qui les ai ramenés ici, ils n'avaient nulle part où dormir. Vous avez choisi le mauvais moment pour jouer à la Samaritaine. En quoi cela vous regarde? Je suis assez grande pour inviter qui je veux dans cette maison. Ce n'est pas un petit effronté qui va me dicter ma conduite. Bon, excusez-le, madame, il est un peu énervé. Tina arriva à son tour. Qu'est-ce qui se passe? On vous entend jusqu'au sous-sol. Je ne sais pas trop, mais je sens que c'est compliqué. Oh, Justine, la cuisinière, lança un appel depuis le rez-de-chaussée. Je viens de trouver un champ sur le comptoir de ma cuisine. Je vous préviens, la prochaine fois, j'en fais du général Tao. Déjeuner servi. Allons manger! Nous éclaircirons cette histoire plus tard. Y a-t-il une autre toilette? Faut vraiment que j'y aille, moi. Au rez-de-chaussée, à côté de la cuisine.